Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Malgré un retour du prix du baril du pétrole à son niveau d'avant-guerre, la France est le seul pays de la zone euro à connaître une hausse significative des prix des carburants depuis février 2022. Cette situation singulière pourrait être liée à plusieurs facteurs, dont la reconstitution de marge et la consommation de 10. Les automobilistes français ne seront pas ravis d'apprendre cette nouvelle. Selon les estimations de la Commission européenne, la France est le seul pays de la zone euro où l'augmentation significative des prix des carburants depuis le début de la guerre en Ukraine persiste. D'après les calculs hebdomadaires de la Commission européenne, le prix moyen à la pompe hors taxe était de 84 centimes dans la zone euro à la fin avril, un niveau identique à celui enregistré le 21 février 2022. Bien que l'on observe de légères variations entre les pays, ces différences sont mineures et ne dépassent pas 5%, sauf en France. Les prix à la pompe y sont désormais plus élevés que l'année dernière. Le prix moyen hors taxe y était de 80 centimes le litre dans les jours précédant le début du conflit. Il est désormais de 93 centimes, soit 10% de plus que la moyenne européenne. Une hausse qui provoque aussi mécaniquement une augmentation de 2 centimes de la TVA. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette particularité française. Dominique Schelcher, directeur général de Système U, a suggéré à BFM TV qu'il pourrait s'agir d'une reconstitution de marge, rendant ainsi moins propices les réductions de prix sur le carburant dans la grande distribution. De son côté, l'Union française des industries pétrolières estime que la consommation plus élevée de 10 en France pourrait également être un facteur, du fait de sa proportion plus importante de biocarburants. Et certaines obligations environnementales pourraient aussi jouer un rôle. Et le chef des mercenaires du groupe russe Wagner a déclaré vendredi que ses forces allaient quitter la ville ukrainienne de Bakhmout le 10 mai, faute de munitions. Dimanche, il a cependant indiqué avoir reçu la promesse de Moscou de lui fournir les munitions demandées. La Russie tente de s'emparer de la ville depuis l'été dernier. Nous avons été placés en situation de déficit artificiel de munitions ou de carence de munitions. Les munitions sont disponibles gratuitement dans les dépôts, mais nous ne recevions que 30% de ce dont nous avions besoin. C'est pourquoi nos pertes ont été beaucoup plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être. Le chef du groupe armé Wagner a déclaré qu'ils se retireront le 10 mai. Il a demandé au chef de la défense de les remplacer par des troupes de l'armée régulière. Wagner a été le fer de lance de la longue et coûteuse tentative russe de prendre le contrôle de Bakhmout. Il y a 3 semaines, le chef de Wagner a déclaré que ses hommes contrôlaient plus de 80% de la ville. Mais les Ukrainiens ont résisté, et Prigozhin a exprimé sa colère face à ce qu'il décrit comme un manque de soutien de la part de l'établissement de la défense russe. Finalement, 2 jours après cette annonce, le chef du groupe Wagner a indiqué dimanche avoir reçu la promesse de Moscou de lui fournir les munitions demandées. Et c'est désormais officiel, le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a fait cette déclaration officielle vendredi. Le comité de régulation des urgences sanitaires de l'OMS s'est réuni jeudi dernier et le directeur de l'OMS a déclaré que la tendance à la baisse du virus depuis plus d'1 an a permis à la plupart des pays de reprendre une vie normale. L'Organisation mondiale de la santé avait déclaré que le virus Covid constituait une urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020. Les États-Unis, quant à eux, lèveront l'état d'urgence sanitaire le 11 mai. Et l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a quitté son poste chez Google pour mettre en garde contre une technologie qu'il qualifie d'effrayante. Voici son message sur la menace de l'intelligence numérique. Ces choses, nous les aurons apprises en lisant tous les romans qui ont existé et tout ce que Machiavel a écrit. Comment manipuler les gens. Et si elles sont beaucoup plus intelligentes que nous, elles seront très douées pour nous manipuler. Vous ne vous rendrez pas compte de ce qui se passe. S'exprimant lors d'une conférence au MIT la semaine dernière, Geoffrey Hinton a déclaré qu'il trouvait effrayantes les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle. L'informaticien britannique est connu comme étant le parrain de l'intelligence artificielle. Ses travaux révolutionnaires sur l'apprentissage automatique destinés aux ordinateurs ont jeté les bases de la technologie actuelle de l'intelligence artificielle. Hinton a quitté son poste de vice-président et de responsable de l'ingénierie chez Google. Dans un message sur Twitter, il a déclaré qu'il quittait son poste pour pouvoir parler librement des dangers de l'IA. Si vous considérez la menace existentielle est que ces choses vont prendre le contrôle et tous nous anéantir. Il explique que les chatbots ne sont pas comme l'intelligence biologique humaine, ils peuvent être plus performants que le cerveau. La raison pour laquelle ils peuvent être bien meilleurs, c'est qu'il peut y avoir 10 000 copies du même modèle. Ils sont tous identiques parce qu'ils sont numériques. Et lorsqu'une copie apprend quelque chose, toutes les autres le savent.
C'est donc comme si vous aviez 10 000 personnes d'un coup. Chaque fois qu'une personne acquiert une nouvelle compétence, toutes les autres la connaissent automatiquement. C'est assez effrayant. Ces inquiétudes ont touché une corde sensible chez de nombreux autres acteurs du secteur. Après le lancement par OpenIA de sa nouvelle version du robot ChatGPT en mars, des leaders de la technologie ont signé une lettre ouverte sur les risques profonds pour l'humanité. Vous pouvez imaginer un adolescent qui, pour s'amuser un peu, utilise le logiciel pour écrire un programme permettant d'attaquer un service gouvernemental critique, une cyberattaque contre un service gouvernemental critique. Cela ne signifiera probablement pas la fin du monde, mais cela peut potentiellement être extrêmement dangereux. Hinton a souligné un autre aspect particulier de l'IA, il s'agit de sa capacité à créer de fausses images et de faux textes, à tel point que les gens ne seront plus capables de savoir ce qui est vrai. Il a exhorté l'humanité à collaborer pour faire face à cet ennemi extérieur. Et le Premier ministre australien a déclaré jeudi qu'il était frustré de l'absence de solution diplomatique concernant la détention de Julian Assange. Lors de sa visite à Londres pour le couronnement de Charles III, Anthony Albanese s'est dit préoccupé au sujet de la santé mentale du fondateur de Wikileaks. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est dit frustré par le maintien en détention de Julian Assange, le fondateur de la plateforme de lanceurs d'alerte Wikileaks, qui est également citoyen australien de naissance. Mercredi dernier, le Premier ministre s'est adressé à la chaîne ABC à Londres. Je suis préoccupé par la santé mentale de M. Assange. Il y a eu une décision de justice ici, au Royaume-Uni, qui a été annulée en appel et qui concernait également la santé de M. Assange, et je suis inquiet pour lui. Assange est recherché aux États-Unis pour espionnage et diffusion de documents militaires confidentiels via Wikileaks en 2010. Washington affirme que ces actions ont mis des vies en danger. La source de ces dossiers était l'ancienne militaire américaine Chelsea Manning. Mais avec la libération de cette dernière, Albanese a déclaré que les Australiens ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles Assange restait lui en prison. C'en est assez. Il faut mettre un terme à cette affaire. Il faut la régler. Il n'y a rien à gagner à ce qu'il reste incarcéré. Albanese n'a pas confirmé s'il soulèverait la question de la détention d'Assange avec le président Biden lors de sa visite à Sydney le 24 mai pour le sommet des dirigeants de la quadrilatérale, mais il a déclaré qu'il s'engagera sur le plan diplomatique avec les autorités américaines. Le Premier ministre australien a plaidé en faveur de la libération de Julian Assange. Julian Assange risque une peine pouvant aller jusqu'à 175 ans dans une prison de haute sécurité s'il est extradé vers les États-Unis. Il a passé 7 ans réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, jusqu'à ce que la police britannique l'en fasse sortir en 2019. Et le couronnement de Charles III ravive certains souvenirs du dernier couronnement, il y a 70 ans, lorsque les Britanniques étaient encore rationnés, 8 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, de grands changements ont marqué la Grande-Bretagne depuis les années 1950, du mode de vie au tissu social. Voici quelques témoignages sur cette période. La veille du couronnement du nouveau roi, certains se souvenaient encore du couronnement de feu la reine Élisabeth II. Le 2 juin 1953, Pamela Toews avait 18 ans et travaillait comme infirmière. Elle portait encore son uniforme et sa casquette lorsqu'elle s'est rendue au centre de Londres après sa garde de nuit, impatiente d'apercevoir la nouvelle reine. La foule était énorme et il y avait des barricades. Cela ne nous a pas arrêtés. Nous avons escaladé les barricades et la foule était très dense. Et soudain, nous avons entendu un énorme grondement. Nous savions que la reine allait probablement passer. Nous sommes donc restés debout. Nous ne pouvions rien voir du carrosse. Alan Francis a rejoint les services de police dans les années 50 et a participé à l'élaboration des plans pour le couronnement. La foule en surnombre était l'une des principales préoccupations. Le grand public britannique méritait et voulait vraiment profiter pleinement de cette occasion mémorable après 6 années de guerre, au cours desquelles il y a eu très peu de célébrations. Comme d'autres admirateurs de la famille royale, Brenda Piper a dormi sur le trottoir trempé par la pluie pour s'assurer une place le long de la route du cortège. Nous y sommes allés plus tard dans l'après-midi, assez nombreux, probablement plus d'une douzaine, et nous avons dormi là toute la nuit. Une amie m'a dit qu'elle s'était réveillée avec un pied contre la figure. Elle a été émerveillée par la procession et a dit que c'était le début de l'ère élisabéthaine. J'ai été très impressionnée par la beauté
du spectacle de la reine et des carrosses, qui était vraiment un peu exagéré, n'est-ce pas? Mais c'était formidable. Certaines personnes ont suivi l'événement à des milliers de kilomètres de là dans les colonies britanniques. J'étais employé de bureau à la banque Barclay Dominion Colonial Overseas, au Nigeria. Tous les écoliers étaient invités. Sur le terrain, ils défilaient, tous les chefs locaux étaient présents, tous les officiers expatriés. C'était très joyeux et coloré. Je ne l'oublierai jamais. Ils ont ensuite constaté à quel point la Grande-Bretagne avait changé. Je pense que ma génération est l'une des plus chanceuses. Vraiment. Au départ, nous n'étions pas pauvres, mais nous avions un niveau de vie très bas. Il y avait moins de choses, moins de divertissements, etc. Et les choses se sont améliorées de façon spectaculaire. Certains ont opposé l'enthousiasme du précédent couronnement au sentiment d'aujourd'hui, alors que les Britanniques sont confrontés à la plus forte baisse du niveau de vie depuis les années 50, lorsque les statistiques ont débuté. Quand je regarde mes petits-enfants, je me sens assez anxieuse. Ils ont eu une enfance très riche, beaucoup d'amusement, de plaisir, de bons logements, etc. Et je pense que leurs perspectives d'avenir sont peut-être moins bonnes. Le tissu social britannique a également changé. Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'immigrés. Je suis arrivé en 1961. 10 jours de voyage en cargo. Je n'aurais jamais pensé rester plus de 3 ans dans ce pays. Mais heureusement pour moi, j'ai pu m'engager dans une entreprise qui avait des filiales ici. Certains ont dit regretter que la Grande-Bretagne ait reculé dans la hiérarchie internationale depuis les années 50. Nous ne sommes toujours pas au niveau. Nous ne sommes pas à la hauteur, et c'est une grande honte. Nous avons donné l'exemple au reste du monde, et nous l'avons laissé filer entre nos doigts. Désolé. Direction maintenant l'Italie, où un char d'apparat provenant des alentours de Pompéi fait désormais partie d'une nouvelle exposition à Rome. La pièce est exposée durant 3 mois. Andrew Thomas nous présente cet attelage antique. Ce char d'apparat reconstitué a été découvert en 2021 sous 4,5 mètres de cendres volcaniques à Pompéi. L'attelage antique à 4 roues comporte des ornements en argent et en bronze, ainsi que des décorations sur le thème du couple. Les jeunes femmes mariées utilisaient ce char pour se rendre au domicile de leur époux. Comme on l'a immédiatement reconnu, il ne s'agissait pas d'un char pour le transport du bétail, pour le transport du pain ou pour d'autres activités agricoles, mais d'un char d'apparat. Un char recouvert de bronze et d'argent, destiné à briller, doté de 4 roues et décoré de bois et rouge. La restauration a été minutieuse. Les fouilles ont détruit les empreintes sur les cendres des matériaux disparus, de sorte que pour reconstituer le char, de nombreuses sources documentaires ont été nécessaires. Ce n'est que grâce à la documentation que la restauration des pièces individuelles et de l'assemblage a pu être réalisée. Une tâche complexe, mais je dois le dire, dont le résultat est très satisfaisant. Les fouilles elles-mêmes ont été une entreprise gigantesque. La restauration a duré plus d'1 an, tout comme les fouilles, car il s'agit d'un artefact extrêmement complexe fait de bois, de fer, de bronze et d'argent. Le problème est que les matériaux ont duré alors que le bois a disparu, et c'est le bois qui assurait la stabilité de la structure. Le char est aujourd'hui exposé dans les thermes de Dioclétien, dans le cadre d'une exposition du Musée national romain. Selon le directeur du musée, le char donne un aperçu de la vie quotidienne des Romains. Nous avons exposé le char de Civita Juliana dans une section consacrée à cette période de l'histoire. C'est parce que nous partageons l'expérience des anciens, et cette section comporte de nombreuses pièces qui rappellent la vie quotidienne des anciens, la vie dans la maison, la vie dans la cité, toutes les activités publiques et privées. Les thermes de Dioclétien datent de 300 après Jésus-Christ. L'exposition présente également une série d'autres objets antiques. Le char y est exposé pour 3 mois. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.genjing.com/fr-fr
ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.